Salut la compagnie. Salut Fred. Regarde ce que j'ai trouvé. À quoi, c'est un vieux film? Oui, un vieux film de 1900, mais regarde bien, t'es dedans. Qu'est-ce que je faisais dans ce film? Et regarde à droite le petit barbu, c'est Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec? Alors là, je m'en souviens plus. Ah, pourtant, il y a que toi qui peux le savoir. Ah ouais, je vois ce qu'il me reste à faire. Oui, ben cherche pas, elle est là ta zapette. D'accord. C'est en quelle année déjà? 1900, la belle époque. Ah, ça me plaît bien ça, la belle époque. Bon bah, à tout de suite, hein. Et c'est parti pour l'aventure. Ah, la belle époque. J'ai toujours rêvé de connaître Paris à ce moment-là. C'est pas très vieux en fait, ça fait seulement un siècle. Ah oui, mais tu vas être surpris, Fred. Regarde autour de toi. Les gens se déplacent encore en fiacre. Et les automobiles sont rares. T'as raison, c'est drôle de voir tous ces chevaux en plein Paris. Et la Tour Eiffel aussi, c'est du nouveau. Ah bon? Ah, évidemment. Tu es à l'époque des grandes expositions universelles. De l'arrivée du modernisme, de l'électricité. Ah bah du progrès, quoi. Tiens, le métro, ça aussi c'est une révolution pour les Parisiens. Ah, tu vas en découvrir des choses. Je crois qu'on va se régaler. Bon, sois prudent quand même, hein. Pas d'imprudence. Oh, ça va aller? Rien de cassé, jeune homme? Oh, je suis confus. J'ai été surpris, je vous ai pas vu venir. Non, vous inquiétez pas. Je crois qu'il n'y a pas de mal. Ah, tu t'en sors d'une belle. Il n'y a même pas 3000 voitures en France à l'époque. Et il faut que tu t'en payes une. J'ai tout vu. Vous rouliez trop vite. Oh, mais je vous assure que je ne dépassais pas les 12 km/h réglementaires. Et qui plus est, j'ai corné. Cornet, et borgné un passant. Vos automobiles, monsieur, sont de vrais dangers publics. Que se passe-t-il ici? Non, il n'y a rien de grave. Vous avez votre certificat de capacité? Ça devait être les premiers permis de conduire. Bien sûr, messieurs, tenez. Mais que voulez-vous? Avec les préparatifs de cette exposition universelle, circuler dans Paris est devenu impossible entre les omnibus à chevaux, les tramways, les charrettes et les fiacres. Hein. Quoi les fiacres? On pourra bientôt plus travailler avec vos automobiles. Puis elles puent, vos automobiles. Bon, bah ça, monsieur, elles ne sentent pas le crottin de cheval. Non mais calmez-vous. Et puis entre nous, je vous garantis une chose, hein, c'est que pour la propreté de notre capitale, c'est l'avenir. Eh ben, c'est pas l'avenir du champignon de Paris, vos gaz d'échappement. Automobile. Allez! À mon avis, Fred, il veut parler du crottin de cheval. Tu imagines, avec ces milliers de chevaux dans la capitale, ça en fait de la matière première pour les champignonnières. En tout cas, l'arrivée de l'automobile n'est pas très bien vue. Ni par les cochers qui trouvent de moins en moins de travail, ni par les piétons. Car la voiture devient la première cause d'accident mortel dans les rues de Paris. Sur la chaussée, c'est un peu l'anarchie. Chacun passe où il peut. Mais on n'arrête pas le progrès. Et bientôt, les chevaux seront définitivement interdits sur les Champs-Élysées. Je suis vraiment désolé pour cet incident. Vous n'avez pas trop de mal. Je ne sais comment me faire pardonner. Non, je vous assure, rien de grave. C'est dimanche. Je vous invite pour une partie de campagne. Je ne voudrais pas vous déranger. Allez, montez, j'insiste. Et elle démarre au quart de tour. Bah, c'est une Dodge en bouton. Tenez, équipez-vous. Merci. Allez, poussez-vous là, allez. Et Fred, accroche-toi, hein. L'aventure ne fait que commencer. Quelle visibilité! Vous êtes bien installé? Parfaitement! Vous êtes bien d'accord, mon ami? Nous sommes à une époque où toutes ces nouvelles technologies révolutionnent notre quotidien, et plus encore. Tenez, la semaine passée, nous sommes allés en vacances en famille, prendre quelques jours à Deauville. À Deauville? Avec votre automobile? Non pas le chemin de fer. Les stations balnéaires ne sont qu'à quelques heures de Paris. Maintenant, vous partez avec vos bagages à main et hop, vous vous retrouvez en maillot de bain barboté dans la mer. Mais combien de temps mettez-vous pour faire Paris-Deauville en train? 4h30 seulement. N'est-ce pas merveilleux? 4h30? Ah, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Le TGV n'existe pas. Mais grâce au chemin de fer, toute la bourgeoisie se retrouve désormais sur la côte. Le Tréport, Deauville, Cabourg, Arcachon sont très en vogue. On s'y retrouve entre amis pour taper dans la dalle, car le tennis est le sport chic par excellence. Et on prend goût aussi aux bains de mer. Les médecins en recommandent d'ailleurs les vertus tonifiantes. Mais attention, le costume est réglementé
Pas de bikini, il faut rester pudique. Les vacances sur la Côte d'Azur commencent aussi à connaître un franc succès. Grâce au chemin de fer, toujours. Mais les accidents de train sont fréquents et parfois très spectaculaires. En 1895, le Grand Ville Paris finit sa course dans la rue, après avoir traversé toute la gare. Ah, c'est vous dire. C'est ce qu'on appelle entrer dans la gare. Il faut dire qu'à l'époque, ça dépote sur le réseau. Tenez, jugez vous-même. En 1900, il y avait 37 000 km de voies. Aujourd'hui, il n'y en a que 32 000. Le train s'arrêtait partout, dans quasiment tous les chefs-lieux de canton. Et tout le monde prenait le train. Et pas seulement pour aller faire trempette au bord de la mer. Remarquez, c'était logique. La voiture n'en était qu'à ses premiers tours de roue. Les routes existaient, mais dans un état... Tenez, en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait seulement 1000 km de routes goudronnées. Bonjour les bosses. Nid de poule. T'as raison, Vendredi. Les bosses et les nids de poules. Du coup, les gens préféraient voyager en train. C'était beaucoup plus confortable. Enfin, tout est relatif. À l'époque, on pouvait voyager en première, en deuxième et en troisième classe. Avantageux, la troisième classe, mais un peu rustique. En effet, le trajet s'effectuait le plus souvent sur des banquettes en bois. Alors quand on sait que le voyage entre Paris et Marseille durait 12 heures et 29 minutes, fallait vraiment avoir envie de bouger. Remarque, Jamy, en voiture, c'est pas gagné non plus. Que se passe-t-il? Panne sèche. Vous voulez bien descendre et soulever la banquette, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais qu'allez-vous faire? J'ai un bidon. Il est plein, j'espère. Bon, bien sûr. Je l'ai acheté sur les grands boulevards de Paris avant de partir. Il n'y avait pas de station-service à l'époque. Mais non, en 1900, le pétrole s'achète encore au détail, dans des dépôts, dans la rue. En revanche, il est déjà taxé par l'État. C'est bon. Accrochez-vous, je redémarre. Je m'accroche. Au fait, nous ne nous sommes pas présentés. Armand, ingénieur. Non, tenez le volant. Enchanté, moi c'est Fred. Ah, tenez, nous arrivons. Elles sont si cool, les fleurs. Je me demande bien ce qu'il fait. Armand, mais qu'est-ce que vous faisiez? J'étais très inquiète. Je vous présente Monsieur Fred. Madeleine, mon épouse. Victoire, ma fille, et des amis. Enchanté. Figurez-vous que j'ai rencontré Monsieur Fred à Paris, un carrefour sans visibilité. Mais je ne comprends rien, mon ami. Même moi non plus, je n'ai rien compris. J'ai juste un petit peu accroché Monsieur Fred avec l'automobile. Mais comme vous le voyez, il se porte à merveille. Mais un accrochage, ça fait le 3e en 2 mois. Vous êtes surmené actuellement avec tous ces travaux et cette exposition. Universel, ma chérie. Monsieur Fred, veuillez excuser mon mari. J'espère que sa passion pour toutes ces choses modernes ne le perdra pas. Ah, madame, que faire devant le progrès? Armand, vous êtes surmené actuellement. Détendez-vous. Invitez-moi à danser. Venez, Monsieur Fred, nous allons gâcher. Avec plaisir. Madame, sachez que cette drôle de rencontre m'aura permis de découvrir ce petit coin de paradis. Vous ne connaissiez pas cet endroit? Non. Mais il est très à la mode, vous savez. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon... C'est pas grave. Je croyais que c'était un téléphone. Oh, mais messieurs, détendez-vous. Profitez du repos dominical. Ben, elle a raison, Fred. Tu te rends compte? Faut attendre 1900 pour que les Français commencent à prendre 1 jour de repos par semaine et à profiter des loisirs. Enfin, certains travaillent encore 7 jours sur 7. Armand, voyez ces sportifs. Vous aussi, vous devriez vous mettre à la natation. Faites du sport. Madeleine, vous savez bien que je ne sais pas nager. Je ne suis pas étanche. Remarquez, comme dit votre ami Toulouse-Lautrec, on ne meurt pas d'un trou à son pantalon, sauf si on est scaphandrier. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Ah, nous tentons un record. La traversée de la Marne à la nage. Moi dessus, lui dessous. Pas vrai, Alphonse? Eh ben, bonne chance. Mais merci. C'est fou. Ouais ben, vous moquez pas, hein. À l'époque, peu de gens savaient nager. C'est pourtant une discipline olympique. Absolument. D'ailleurs, en 1900, les Jeux Olympiques se déroulent à Paris. Te fatigue pas, Vendredi, hein. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Pour info, les Jeux Olympiques modernes ont été créés en 1896. Par conséquent, en 1900, c'est seulement
la 2e édition des Jeux Olympiques. Tenez, vous ne devinerez jamais où se déroulaient les épreuves de natation. Facile, dans une piscine. Pas du tout. Dans la Seine, où d'ailleurs les gens se baignaient régulièrement. Merci. Tiens, monsieur Lautrec a fini sa journée. Je vais chercher quelques rafraîchissements. C'est Toulouse-Lautrec. Il est moins fringant qu'il y a quelques années. Il faut dire qu'avec la vie qu'il a menée... Alors, monsieur Lautrec, on est venu peindre le petit peuple en goguette? Eh oui, Madeleine. C'est ma sortie du dimanche. Venez vous asseoir. Armand est parti chercher de quoi nous rafraîchir. Très bien. Merci, Madeleine, d'économiser mes pauvres jambes. Je vous présente monsieur Fred. Enchanté, monsieur Lautrec. Tiens, Henri, comment allez-vous? Comme un homme dont l'esprit aurait fatigué le corps. Du repos, mon ami, prenez du repos. Il vous dit ça alors qu'il ne le fait pas lui-même. Bon, allez, venez, Madeleine, allons faire ces quelques pas de danse. Allez, Fred, profites-en. Danse, amuse-toi. C'est ça, la belle époque. La France entière retrouve les plaisirs de la fête. Les foires connaissent d'ailleurs un succès fou grâce à l'invention des grands manèges et de nouvelles attractions que l'on vient découvrir en famille. Pour la plus grande joie des enfants, mais aussi des adultes. N'est-ce pas, madame? Mais on vient aussi s'instruire et découvrir les dernières inventions technologiques, comme le cinématographe. Ah, la belle époque. C'est aussi la naissance des grands cabarets, les Folies Bergères, le Moulin Rouge. Des lieux où, pour la première fois, toutes les classes sociales se côtoient. Artistes, bourgeois, ouvriers. Bref, la France sans canaille. Et puis, c'est le début du music hall. Traduisez la musique de hangar dont la grande star est Mistinguett. La Belle Époque, c'est une période qui s'étend de 1896 à 1914. Alors que les choses soient claires, durant toutes ces années, personne n'a jamais parlé de Belle Époque. L'expression n'a été utilisée qu'un peu plus tard, à partir de 1919, en souvenir des belles années qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Alors certes, ce fut une période d'essor économique, une période de progrès technologiques et sociaux, une période au cours de laquelle les Français commencèrent à profiter de la vie. Les bals, les guinguettes. Ah, monsieur Lautrec, le peintre mythique de Montmartre. Je suis très heureux de vous rencontrer. Un admirateur. Merci beaucoup. Vous savez, l'époque Montmartroise est déjà loin derrière. 15 ans sont écoulés depuis. Mais enfin, c'est encore la belle époque, non? Ce que vous voyez, c'est le dessus du panier, mon ami. Je suis pas sûr que ce soit la belle époque pour tout le monde. Moi, je vous parle de tous ces ouvriers qui viennent de partout, attirés par le miroir aux alouettes. Beaucoup se sont grillés les ailes. Bonjour Henri. Alors on est venu prendre un bol d'air? Mon médecin qui me l'a conseillé. Et ça aussi c'est ton médecin qui te l'a conseillé? Oh oui, bon, joue-nous plutôt un air. Remercie ton père d'avoir appris la musique. Voyez, un jeune breton plein de courage qui se débat dans votre belle époque. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris? Tenter sa chance. Comme tout le monde. Il s'est pas mal débrouillé, il a trouvé une place de cocher. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle devient? Gisèle, domestique. Bon, c'est pas la fortune, mais au moins elle est en place. Elle a eu de la chance, comme tu dis. Il y en a d'autres qui ont fini sur le trottoir. Vous connaissez ce personnage? Bien sûr, Jamy. C'est Bécassine. Effectivement, c'est Bécassine. Alors aujourd'hui, ce personnage a une excellente image, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, c'est une caricature. Bécassine a été créé en 1905 pour ce journal, La Semaine de Suzette, pour faire rire. Enfin, pour tout vous dire, pour se moquer des jeunes filles qui arrivaient de Bretagne et qui venaient tenter leur chance à Paris. Les Parisiens pensaient qu'à l'exception des tâches ménagères, elles étaient incapables de faire quoi que ce soit. Ah bah dis donc. Ah ça j'ai honte pour eux, Jamy. Et c'est pas tout. Leurs compagnons, les Bretons, pas très bien vus non plus. On les trouvait un peu trop rustiques. Du coup, ils se récupéraient les travaux les plus durs et les tâches les plus ingrates. Ils étaient charretiers ou déménageurs. Cela dit, ça ne les a pas empêchés de débarquer en masse, eux et bien d'autres d'ailleurs. En 1900, à Paris, il y avait 2 700 000 habitants. Et il en arrivait chaque jour de nouveau, de toutes les provinces, d'Auvergne notamment.
les Auvergnats, étaient un peu mieux organisés que les Bretons. Ils contrôlaient le commerce du bois, du charbon et du vin. Vous savez, les fameux bougnats. Et puis il y avait aussi des Normands, des Bourguignons, des Alsaciens. Tenez, ces derniers avaient fui leur région après que l'Allemagne l'ait annexée. Demandez le petit Parisien. Tous sur l'ouverture prochaine de l'exposition universelle de Paris. Ah bah c'est vrai, c'est bientôt l'exposition universelle. Demandez le petit Parisien. Monsieur, s'il vous plaît, je dois un journal. Merci, je vous dois combien? Un sou. Tenez. Merci, monsieur. Merci. Demandez le petit Parisien. Ah bah je comprends maintenant pourquoi il y a autant de monde dans les rues. Alors quelles sont les nouvelles? Figure-toi qu'ils attendent 50 millions de visiteurs pour l'exposition universelle. C'est plus que la population de la France en 1900. Il y avait 38 millions d'habitants. Tiens, regarde ça. Le Grand Palais, il a été construit pour l'événement. Il est beau, hein, quand même. Hein. Ah ben c'est même l'un des fleurons de cette exposition. Pour l'événement, Paris est transformé, métamorphosé. Toutes les grandes nations participent en édifiant des pavillons, des palais, des temples, jusqu'au pied de la Tour Eiffel, la grande dame de fer qui elle-même avait été la reine de la précédente exposition, celle de 1889. Les visiteurs viennent du monde entier découvrir les dernières inventions technologiques. On construit même un trottoir roulant pour déplacer la foule à 8 km/h. Bref, Paris devient pour quelques mois un grand parc d'attractions. Vous êtes sûr que de ce point-là à celui-là, l'idée d'un tunnel est infaisable? Impossible, monsieur Armand, impossible. On a tout vérifié, je vous dis. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à ouvrir la voirie, hein. Monsieur Armand? Ah, bonjour, monsieur Fred. Je vous trouve en pleine action, vous avez l'air soucieux. Un problème? Non, il n'y a pas de problème sans solution, hein. Mais voyez-vous, improviser, c'est pas vraiment ce que je préfère. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Bah, le futur métropolitain de Paris. Ah, le métro, rien que ça. Et voyez-vous, avec les ingénieurs, nous avions l'idée de creuser un réseau souterrain, mais sans détruire les rues, en respectant au mieux l'alignement des boulevards. Vous comprenez? Un petit peu comme des taupes. C'est ça, comme des taupes, mais ici, il nous faut abandonner l'idée. Bah, si on peut pas faire les taupes, on fera les chirurgiens. Ah! Eh ben, bonjour la circulation. Ça, vous le faites pas dire. Le métro. Alors Paris n'est pas la première ville à s'équiper. Elle a, comme qui dirait, un métro de retard. New York, Chicago, Londres ont déjà le leur. Budapest en Hongrie également. Pour autant, il ne faut pas en vouloir aux ingénieurs français. En effet, initialement, ils pensaient qu'il suffirait de creuser des tunnels dans le sous-sol pour tracer les lignes. Eh bien non, il a fallu éventrer les rues. Du coup, les travaux ont pris du retard et la première ligne, Porte-Maillot, Porte de Vincennes, n'a été ouverte que le 19 juillet 1900. Et alors? Et alors? Eh bien, cette ouverture a eu lieu après l'inauguration de l'exposition universelle et non à cette occasion, comme c'était prévu. Ah c'est vrai, Jamy. J'avais oublié ce détail. En attendant, quel pari fou pour l'époque. Il faut creuser à la pioche et étayer mètre par mètre pour éviter les effondrements. Finalement, c'est un immense succès. Très vite, les Parisiens raffolent du métropolitain. Dans les 6 premiers mois, on enregistre déjà 15 millions de voyageurs. Mais en 1903, c'est le drame. Un incendie se déclare dans une station de métro, faisant 84 victimes. Les wagons en bourras sont alors définitivement remplacés par des rames métalliques. Ah, je vois, Fred. Tu as réussi à te faire inviter à dîner. Je crois que j'arrive dans les beaux quartiers. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous êtes Gisèle. Oui. Je peux vous confier mon chapeau? Je vous en prie. Monsieur, madame vous attendent au salon. Très bien. Quel curieux. Il faut toujours que tu mettes ton nez partout. Ah! Bonsoir. Je ne suis pas en retard, j'espère. Tenez, Madeleine, c'est pour vous. Oh, comme c'est charmant, il fallait pas. Venez vous asseoir, un verre de champagne nous ouvrira l'appétit. Gisèle, je vous prie, apportez-moi mon vase chinois. Vous êtes drôlement bien installé. Quel confort. Ah, je n'ai pas à me plaindre. Mais vous savez, le progrès nous rattrape toujours. Nous avons installé le gaz à l'étage depuis peu que déjà la lumière électrique semble être la meilleure solution. L'électricité, je peux vous dire que ça a des avantages. Ah, et des inconvénients aussi, mon ami. Armand refuse de prêter l'oreille à ces rumeurs. Mais que disent ces rumeurs? Que cette lumière électrique serait nocive pour les yeux, tout simplement. Baliverne, Madeleine. Pensez plutôt au danger du gaz. Les incendies se multiplient. Auriez-vous oublié celui de l'opéra comique il y a 13 ans? C'était bien le gaz, Madeleine.
C'est comme ce téléphone. L'un vous tue les yeux, l'autre les oreilles. Parce que vous avez déjà le téléphone. Mais d'où sortez-vous, mon ami? À Paris, il y a plus d'abonnés au téléphone qu'à l'électricité. C'est vrai. Oui, Armand se fait installer, sitôt inventé. Je vous le disais, il ne résiste pas au progrès. Il n'empêche que c'est beaucoup plus pratique qu'un pigeon voyageur. Eh oui, en 1900, le téléphone, c'est presque de l'histoire ancienne. Il a été inventé en 1876 par un Américain, Graham Bell. Enfin, c'est lui qui a déposé le brevet le premier. En revanche, l'électricité, c'est vraiment nouveau. Pas le principe, son utilisation à titre domestique. En 1900, l'électricité est essentiellement utilisée pour l'éclairage. Cela dit, on commence déjà à fabriquer des ventilateurs et des radiateurs électriques. Par conséquent, il y a déjà dans les appartements des prises électriques. Tenez, je suis sûr qu'il y en a chez M. Armand. Elles étaient en porcelaine ou en bois. Le plus dur à l'époque, c'était de trouver des appareils compatibles avec les installations à domicile. En effet, en 1900, les prises n'étaient pas standardisées. Chaque fabricant faisait un peu à sa sauce. Du coup, les utilisateurs se prenaient de temps en temps un petit coup de jus. Ah, petite précision quand même. L'électricité ne passe pas partout. Les grandes villes ont leur réseau, mais dans certaines campagnes, les habitants continueront à s'éclairer à la lampe à pétrole après la Deuxième Guerre mondiale. Même après 1900, la plupart des rues de Paris sont encore éclairées par des becs de gaz qui sont allumés chaque soir un par un. À partir de 1887, après l'incendie de l'Opéra Comique, les salles de spectacle et les grands magasins sont obligés de s'éclairer à l'électricité, mais ils doivent la produire eux-mêmes. Il faut attendre les expositions universelles de 1889 et 1900 pour que les Parisiens découvrent cette nouvelle source d'énergie et que Paris s'équipe de centrales électriques. Mais au début, il y a peu d'abonnés. Ton ami Armand est à la pointe du progrès, Fred. Madame, le dîner est servi. Merci, Gisèle. Très jolie salle à manger. Les meubles sont signés Louis Majorel. Eh oui, Fred, c'est ce que l'on appelle l'art nouveau. Votre fille Victoire ne dîne pas avec nous? Ah mais elle a déjà dîné. Elle est à ses études dans sa chambre. C'est bientôt le certificat d'études primaires, vous savez. C'est une étape importante. Après, c'est le lycée. Si je peux me permettre, ce n'est que le certificat d'études primaires. N'allez pas croire que cet examen n'est qu'une simple formalité. D'après l'instituteur de notre fille, seul un enfant sur 4 l'obtient. De toutes les matières abordées à ce certificat, Victoire n'a que d'angoisse pour les épreuves de travaux domestiques. Des épreuves de travaux domestiques? Ben oui, mon ami. Enfin, pour les filles seulement. Encore une épreuve de femme. C'est incroyable. J'avoue que j'aimerais bien connaître le programme. Oh ben, qu'à cela ne tienne, l'instituteur est un ami de la famille. Il sera ravi de vous accueillir dans son école, j'en suis sûr. Avec plaisir. Mais dites-moi, vous ne me paraissez pas très au courant des choses. Vous n'êtes pas allée à l'école? Bien sûr que si, Madeleine. Vous connaissez le baccalauréat? Oui. C'est un diplôme prestigieux. Eh bien, j'ai la chance de l'avoir obtenu. Félicitations, il est réservé à si peu de personnes. Ah bon? Si peu de personnes. Mais enfin, Fred, nous sommes en 1900. À l'époque, le bac est encore réservé à une élite et ce sont essentiellement les garçons qui passent cet examen. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, les enfants n'étaient même pas obligés d'aller à l'école. Alors le bac, c'est Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. Ce sont les lois de 1881 et 1882. Une école obligatoire, gratuite et laïque. Concrètement, les religieux sont progressivement évincés des écoles communales au profit d'enseignants laïques. Le catéchisme n'y est plus enseigné, il est remplacé par l'instruction civique. Tous les enfants sont accueillis dans ces écoles, quelle que soit leur confession. Ah, petite précision quand même, les religieux vont pouvoir continuer à enseigner, mais uniquement dans des écoles privées. La querelle entre l'école publique et l'école privée ne fait que commencer. Avec le sacro-saint principe de la laïcité, si j'ose dire, les républicains veulent limiter l'influence de l'Église dans la société. Ils imposent bientôt à tous les élèves d'utiliser les mêmes manuels scolaires et font fermer des milliers d'écoles tenues par les jésuites. Bon alors, elle est où cette école? Ah, je crois que c'est ici. Entrez. Bonjour, monsieur l'instituteur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis un ami de monsieur Armand. Ah oui, le papa de la petite Victoire. C'est ça.
Que puis-je pour vous? Eh bien, voyez-vous, je m'intéresse au programme du certificat d'études. Il paraît que c'est un examen difficile. Mais c'est une épreuve importante pour notre jeunesse. Pensez que cet examen est très sélectif. Pour certains, c'est démarrer du bon pied, et pour d'autres... Ah, la cruelle loi des examens. Mais dites-moi, les garçons et les filles le passent ensemble? Mais les garçons et les filles ne sont pas dans la même classe. D'ailleurs, ils passent des épreuves différentes. Tenez, consultez ce programme de l'an passé. Merci. Excusez-moi, mais je dois préparer ma classe. Les élèves ne vont pas tarder. Je vous en prie. C'est vrai que les filles ont des épreuves de travaux domestiques que les garçons n'ont pas. Et les filles, écoutez ça. À 13 ans, on vous demandait de savoir comment nettoyer les poêles en fonte. Mais c'est pas tout. Comment faire la lessive à la cendre. Ou encore, quels sont les légumes du pot-au-feu. Tout ça pour l'examen. C'est pas une blague. C'est pas facile, hein, quand même, hein. Tu sais, Fred, en 1900, les femmes doivent souvent se contenter de rester au foyer. Après le certificat d'études, très peu d'entre elles vont au lycée, et encore moins à l'université. Il y a seulement 500 étudiantes en France, 30 fois moins que les garçons, c'est vous dire. Certaines femmes arrivent quand même à sortir un peu du rang, comme Olga Petit, la première avocate diplômée. Ou encore Marie Curie, prix Nobel de chimie, qui fut aussi l'une des premières enseignantes de la Sorbonne. Oh bah c'est bizarre ça. Dites-moi, monsieur l'instituteur, il manque un morceau de la France sur votre carte, ici. Mais nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine. L'auriez-vous oublié, monsieur? Non, bien sûr. D'ailleurs, il est grand temps de redonner le sens de la patrie à notre jeunesse, grâce à monsieur Jules Ferry. Aujourd'hui, c'est le rôle de l'école de la République. Monsieur Jules Ferry, le début de l'instruction civique. À ce sujet, je vous propose de lire ses ouvrages. Merci. Et dans le manuel de gymnastique, il y a des exercices militaires. À 13 ans, on apprend le maniement de la baïonnette. C'est ça l'esprit patriotique. Alors vous l'avez compris, les Français ont du mal à digérer la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants politiques ne pensent qu'à prendre leur revanche. Pour eux, la France a essentiellement manqué de patriotisme. C'est donc en vue de resserrer les boulons que l'on donne des cours de morale aux enfants à l'école et qu'on les initie au maniement de la baïonnette pendant les cours de gymnastique. Mais ce n'est pas tout. On invite aussi les élèves à exprimer leur ferveur patriotique à travers leur composition française. Autrement dit, dans les rédactions. Tenez, je vous lis un sujet d'époque. Quelques jours avant la révision, c'est-à-dire avant de partir au service militaire, un jeune appelé s'est mutilé volontairement. Aujourd'hui, on demanderait à l'élève de commenter le geste. Eh bien, pas en 1900. Je poursuis l'énoncé. Dites votre indignation inspirée par une telle faute. Évidemment, ça ferme un peu le débat. Pour info, sachez également que c'est à cette époque, en 1879 précisément, que la Marseillaise est devenue l'hymne national et que le 14 juillet, en 1880, est devenu le jour de la fête nationale. Cher ami, que pensez-vous de ce problème de calcul? On mélange 84 litres de vin avec 16 litres d'eau. Que faut-il ajouter de vin pour que 75 litres de ce nouveau mélange ne contiennent que 4 litres d'eau? C'est pour le certificat d'études, ça? Absolument. T'as pas une calculette, Jamy? Je suis un peu gêné. Bouge pas. Alors. 200? Bah oui, ça fait 200. Qu'est-ce que t'as dans ta mâchoire? Je crois que ça fait 200, non? C'est exact. Tout compte fait, je crois qu'il est un peu trop facile, ce problème. En tout cas, je l'ai échappé belle. Vous savez ce qu'on faisait aux mauvais élèves à l'époque? On leur mettait le bonnet d'âne. Si. Eh ben, ça rigolait pas. Hein. Ah, moi je trouve que le bonnet d'âne, ça lui va pas mal. Oh bah, t'exagères. Bon, maintenant, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour à Montmartre pour retrouver Toulouse-Lautrec. Et si je prenais ce fiacre? Tiens, mais c'est monsieur l'accordéoniste. Vous me faites faire un tour de Paris avec votre fiacre? Désolé, mais aujourd'hui, je ne prends personne. Pourquoi aujourd'hui?
On a décidé de pas travailler. Avec les collègues, on s'est mis d'accord. Aujourd'hui, on prend personne. Mais c'est quoi le problème? C'est une grève? 17 heures de travail par jour. 6 jours sur 7. Voilà le problème. Et tout ça pour un salaire de misère. 17 heures par jour, c'est énorme. Ça fait 102 heures par semaine. Quand même pas poussé. C'est vrai qu'on est loin des 35 heures. L'année dernière, on a essayé de faire une grève générale. Ils nous ont envoyé les gardiens de la paix. Ils nous ont massacrés, pour vrai. Remarque, on leur a bien donné, hein. Ouais, mais faut que ça change. Bon bah, messieurs, bon courage. Je continue à pied. Et faites attention aux automobiles. T'entends ça vendredi? Comme c'est triste. Remarquez, il y a de quoi. En 1900, on travaille en général 12 heures par jour. Parfois plus, heureusement. La loi Mirand va ramener le temps de travail à 10 heures par jour. N'empêche que 10 heures, c'est long. Surtout pour les enfants qui, à l'époque, pouvaient travailler dès l'âge de 12 ou 13 ans. Côté salaire, c'était pas brillant non plus. Un ouvrier gagnait en moyenne 4 francs 50 par jour, à peine une thune. Johnny, comment tu parles? Mais non, la thune, c'est le terme qui permettait de désigner la pièce de 5 francs. En tout cas, ça faisait pas bien lourd, surtout quand on sait qu'un kilo de pain coûtait 50 centimes. Les femmes, elles, gagnaient 2 fois moins que les hommes. Et jusqu'en 1907, elles ne pouvaient pas disposer de leur salaire sans l'autorisation de leur mari. Eh ben, dis donc. Et en plus, il ne fallait pas élever la voix. À l'époque, il n'y a pas de contrat de travail. Alors certes, les syndicats existent, la CGT notamment, depuis 1895, mais on ne les entend pas trop. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas honte? C'est Toulouse-Lautrec. Avance un peu ton museau pour voir. Allez, vous y frottez un peu. Avance un peu ton museau. Laissez-le. Eh ben dites donc, ils n'ont pas froid aux yeux ces gavroches. Il faudrait mieux d'aller au travail. Et vous savez, c'est devenu fréquent dans les rues de Paris. Comme ça devant tout le monde en plein jour. Il en sortirait presque des poubelles depuis que Monsieur Poubelle en a fait mettre plein nos rues. Il y a même des vraies bandes organisées, c'est pire qu'avant. Pourquoi c'est pire qu'avant? Vous avez lu les journaux? Vous avez vu combien de visiteurs sont attendus à cette exposition? 50 millions, je crois. Eh ben voilà, autant de cibles pour ces bandes de petits voyous. 50 millions de visiteurs, ça fait 100 millions de poches à visiter. Et encore, à raison de 2 poches seulement par visiteur. Alors tout ça à cause de l'exposition universelle. Pas seulement. Vous avez vu cette éclosion de grands magasins? On y trouve tout ce qu'on veut sur des rayonnages. Les gens sortent de ces palais de la consommation, les bras chargés comme des mules. Et alors? Et alors, la tentation. Le vol à l'étalage, c'est jamais aussi bien porté. Ah, du coup, ils ont inventé ça. On les appelle les hirondelles. Moi, je trouve plutôt qu'ils ressemblent à des corbeaux. Mais pourquoi on les appelle les hirondelles? Ah, très bonne question. Figurez-vous que c'est la marque de leur vélo. Oh, bah alors là, vous m'apprenez quelque chose, monsieur Lautrec. La police à bicyclette, une invention du préfet Louis Lépine, ce monsieur, qui tenait non seulement à ce que sa police soit efficace, mais également à ce qu'elle ait fière allure. Tenez, les futurs agents devaient par exemple porter la moustache, un attribut indispensable, selon le préfet Lépine, à la prestance et à l'autorité. Et Dieu sait s'il leur en fallait de l'autorité pour lutter contre les bandes organisées qui terrorisaient les Parisiens, les Apaches, comme on les appelait. Pour faire régner l'ordre, le préfet Lépine disposait également de policiers en civil, en bourgeois, comme on disait à l'époque. Il s'agissait d'une sorte de police secrète qui contrôlait les réunions politiques et syndicales. Et puis il y avait aussi une brigade des mœurs et une brigade des garnis. Les garnis? C'est quoi ça? Des petits appartements meublés dans des hôtels. Eh bien, cette police inspectait les registres pour contrôler les allées et venues des locataires. Ah ça, je l'ignorais. En revanche, tu sais que le vélo, c'est quand même pas la seule nouveauté. Pour traquer les criminels, la police commence aussi à utiliser les progrès de la science. Le développement de la photographie permet de créer les premiers fichiers d'assassins et de grands délinquants. C'est aussi en 1900 que la police commence à relever les empreintes digitales. Un certain Henri-Léon Schaeffer sera le premier à se faire prendre pour avoir laissé des traces de ses doigts sur les lieux du crime. Tiens, on dirait l'atelier de Toulouse-Lautrec. Bien joué, Fred. Pardon. Je vous remercie beaucoup de m'inviter dans votre atelier, monsieur Lautrec. Je vous en prie. Vous vouliez voir mes affiches? Je peux me permettre? Je vous en prie.
Le divan japonais. Mais c'est connu, ça. Vous voulez boire un verre de vin? Non, sans façon. On peut dire que votre style a fait couler beaucoup d'encre. Mes affiches, surtout. Je suis plus connu pour mes affiches que pour mes peintures. Vous croyez? C'est la pub qui a fait sa publicité, Fred. Vous savez, plus une image est simple, et plus elle retient l'attention. Ce qui est essentiel, c'est de faire des aplats de couleurs vives. C'est la clé de l'affiche, si j'ose dire. Regardez celle du dessous. Vous voyez? Cet aplat noir, cette écharpe rouge, je crois qu'elles vont immortaliser mon ami Aristide Bruand. On peut dire que vous êtes un précurseur de la publicité. De la réclame, vous voulez dire? Oui, pardon, la réclame. Toulouse-Lautrec, un artiste qui en a vu de toutes les couleurs. Ah, ça c'est normal pour un peintre, Jamy. Mais non, je veux dire que la vie n'a pas été tendre avec lui, et pas d'un point de vue matériel. Henri de Toulouse-Lautrec, que l'on voit ici, en compagnie de son père, est issu d'une longue lignée aristocratique, les comtes de Toulouse. Comme sa famille, il aurait donc pu vivre de ses rentes dans la région d'Albi. Mais le destin en a décidé autrement. À 13 ans, il tombe d'une chaise et se brise une jambe. Quelques mois plus tard, il bascule dans un fossé et se casse l'autre jambe. Désormais, il ne grandira plus. Plus question de monter à cheval et de courir la campagne. Heureusement, Henri de Toulouse-Lautrec a un excellent coup de crayon. Alors, on décide de le faire monter à Paris. En 1886, il débarque à Montmartre et devient l'ami de Van Gogh. Là, il fréquente les cafés-concerts et toute la faune qui s'y produit. Les danseuses, les chanteuses, les filles de joie. Il les peint sans retenue. Malgré sa petite taille, 1,52 m, il va grimper en haut de l'affiche. Tu l'as dit. Et en peignant les nuits parisiennes, il immortalise les figures les plus illustres du Moulin Rouge. La danseuse Jeanne Avril, surnommée Jeanne la Folle. Valentin le Désossé, l'homme du quadrille. Et bien sûr la Goulue, dont l'affiche fera le tour du monde. Voilà, celle qui m'a rendu célèbre, du jour au lendemain. Ah, le Moulin Rouge, j'en ai fait des dessins à cette époque. Les gens croient que les crayons, c'est du bois de la mine. Pas du tout. C'est de la pensée par les phalanges. C'est très joli, ça, monsieur Lautrec. Ah, l'ouverture du Moulin Rouge. C'était en 1889. Tu devrais y aller, Fred. Ça vaut vraiment le détour. Allez, zappe-toi. Bien joué. T'as vu ça, il y a de l'ambiance. Nous sommes le 6 octobre 1889. Au pied de la butte Montmartre, le Moulin Rouge ouvre ses portes dans l'euphorie la plus totale. Les Parisiens sont venus des beaux quartiers comme des faubourgs découvrir les danseuses de quadrille qui deviendra plus tard le French Cancan. C'est le lieu de tous les plaisirs, de l'insouciance. Toulouse-Lautrec y passe toutes ses soirées. Tu vas voir, Fred, il est plus fringant qu'en 1900. Et on fait la pause à Goulue. Faut que je me réhydrate. Monsieur Lautrec, puis-je vous entretenir? Je suis journaliste dans une revue d'art. Faites, jeune homme. Merci beaucoup. Ça va me changer les idées. J'arrête pas de tirer le portrait. Toutes ces vedettes, elles veulent que je les immortalise. Je vous offre une fée verte. Une fée verte, monsieur Lautrec? L'absinthe. La liqueur divine. D'abord, vous versez l'absinthe. Ensuite, vous posez la cuillère sur le verre. Vous mettez le sucre sur la cuillère. Vous versez l'eau sur le sucre. Et alors, l'absinthe se trouble. Elle prend sa robe d'opaline. Et ensuite, elle vous trouble. Ah, ça pour troubler, ça trouble. Ça trouble tellement qu'une loi de 1915 va interdire la consommation d'absinthe. C'est vous dire l'effet que ça faisait sur l'organisme. Ma boule. Messieurs, nous pouvons être fiers de nous. Mille excuses. Oui, c'est pas grave. Ingénieur.
On se connaît? Peut-être dans une autre époque. Vous fêtez quelque chose? Ah oui, monsieur. Ça. N'est-ce pas merveilleux? C'est vrai qu'il fallait oser. Messieurs, nous pouvons être fiers du patron. Gustave Eiffel est vraiment un génie. Ah, alors, vous êtes fiers de votre gros tas de ferraille d'avoir ridiculisé Paris, défiguré Notre-Dame avec votre colonne en tôle boulonnée. Oh, cette colonne de tôle, comme vous dites, monsieur Lautrec, est une merveille de technologie. Oh, bon. Merveille. Oh, messieurs, je dois vous quitter. Je dois être à la première heure demain à la tour pour y inspecter l'ascenseur hydraulique. Ça ne vous ennuie pas si je vous accompagne? Oh, mais avec plaisir. Soyez à 8h au pied nord. Très bien. Vous viendrez aussi? À 8h. Oui, bien sûr. 8h. Admirez cette cathédrale de fer. Voyez ces lignes élégantes pénétrer le ciel de Paris. Ça ne vous fait pas penser à une machine à explorer l'espace? Vous voulez bien me la faire visiter? Allez, suivez le guide. Tu es l'un des premiers visiteurs, Fred. Elle a été inaugurée le 31 mars 1889 pour l'ouverture de l'exposition universelle. Vous n'avez pas le vertige? Non, ça va. Oh. Vous avez remarqué la grâce de ces membrures? C'est de la haute technologie. Imaginez tout ce que l'on peut réaliser aujourd'hui grâce à l'acier. Des ponts immenses, des charpentes gigantesques et plein d'autres choses encore. Vous avez raison. En plus, ça a l'air solide, hein? Ah bah, rendez-vous compte, une tour de 9000 tonnes, de 300 mètres de hauteur, et le tout assemblé en seulement 26 mois. Quelle performance! Y a pas à dire. Ah ça oui, mon ami. Cette merveille pourrait traverser les siècles. Quand je pense que certains veulent nous la faire démonter après l'exposition. Dites-moi, vous m'aviez pas parlé d'inspecter l'ascenseur hydraulique? Ah oui, c'est vrai. Mais c'était juste pour vous faire admirer la vue. Je vous remercie. Bon, allez, on redescend. Hein. Il a la forme, hein. Il faut avoir du souffle, Fred, pour s'attaquer aux 1710 marches. En 1889, la Tour Eiffel est l'édifice le plus haut du monde. Elle est construite à la vitesse de 22 mètres par mois en moyenne, avec seulement 200 ouvriers. Les charpentiers et les peintres travaillent dans des conditions très acrobatiques. Faut pas avoir le vertige. Pourtant, on ne déplore qu'un seul accident mortel pendant les travaux. Devenue le point culminant de Paris, elle inspire les fantaisies de quelques sportifs en mal de sensations fortes. Des alpinistes s'attaquent à la face nord. Un cycliste entreprend de descendre tous les escaliers. Un peu secoué à l'arrivée quand même. Et puis, des trapézistes aussi, et sans filet. Admirez! C'est la plus grosse machine hydraulique jamais construite. Quelle drôle de machinerie. Regardez, un ascenseur qui marche grâce à la force de l'eau. N'est-ce pas génial? Ah oui, et comment ça fonctionne? C'est simple. À l'intérieur de cette colonne, il y a de l'eau. Lorsque ce piston fait pression sur l'eau, il pousse un second piston qui lui-même actionne un chariot qui tire le câble de l'ascenseur. Vous voyez que c'est simple. Bon, allez, suivez-moi, vous allez comprendre. Simple, faut le dire vite, hein. Ah, si je comprends bien, ça c'est le deuxième piston. Mais dites-moi, il me paraît un peu court pour tirer le câble de l'ascenseur jusque là-haut. Excellente remarque. Mais grâce à un système de poulies et de démultiplication, lorsque le chariot avance d'1 mètre, le câble, donc l'ascenseur, vous me suivez, hein? Eh bien lui, il monte de 8 mètres. Ah, je vous l'avais dit que c'était simple. D'accord, très ingénieux. Et dire que ce système hydraulique est encore en service sur la Tour Eiffel. C'est incroyable. Et pourtant, tout ça a bien failli passer à la trappe. La tour aussi, d'ailleurs. En effet, à l'origine, elle n'était pas du goût de tout le monde. Tenez, un collectif d'opposants s'était même constitué, parmi lesquels on trouve des noms aussi prestigieux que Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Garnier, l'architecte de l'opéra, tous bien décidés à faire choir la tour. T'exagères pas un peu, Jamy? Mais pas du tout. Tenez, écoutez un peu ce qu'écrivaient ces messieurs à propos de la tour. Nous, écrivains, peintres, etc., venons protester de toutes nos forces contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel que la malignité publique a déjà baptisée du nom de Tour de Babel. Pas mal, hein? Heureusement, Gustave Eiffel avait vu grand.
Et après avoir un temps servi de station météo, de site pour des expériences d'optique, eh bien, c'est sa grande taille qui sauva la tour Eiffel. En effet, elle servit de mât au sommet duquel on installa des antennes, d'abord pour le télégraphe sans fil, puis pour la radio. Bon, après cette petite escapade en 1889, revenons en 1900. Je crois bien que t'es pas au bout de tes surprises, Fred. Bonjour Gisèle. Bonjour Monsieur Fred. Kenavo. Ah, monsieur Fred, vous tombez bien. Bonjour Madeleine. Armand organise une réception avec ses amis ingénieurs pour fêter l'ouverture de l'exposition universelle. Et vous le connaissez, il leur a préparé une petite surprise. Une surprise? Oui. Bonjour messieurs, dames. Ah, mes amis, je vous présente Monsieur Fred, c'est un journaliste. Fred, connaissez-vous le cinématographe des Frères Lumière? J'en ai entendu parler. Eh bien, voici le dernier modèle d'appareil de projection. La première fois que j'ai vu des images en mouvement, c'était en 1895 au Grand Café de Paris. Personne ne semblait y croire, et pourtant... Gisèle, fermez les volets. Ah! Ah, c'est vrai qu'en 1900, ça ressemble à de la magie. C'est tellement réaliste que les spectateurs ont fui la séance en voyant arriver cette locomotive. Ils avaient peur de se faire écraser. Non. Mais c'est vrai, mes amis, c'est vrai. Enfin, disons que c'est une histoire qui circule à l'époque. Toujours est-il que les premiers films des Frères Lumière surprennent et amusent le public, comme L'Arroseur arrosé. En 1900, le cinéma devient plus commercial. Il met en scène des comédiennes comme Sarah Bernard. Il tente déjà de synchroniser les images et le son du phonographe. Georges Méliès adapte au cinéma les premiers effets spéciaux. Puis avec Léon Gaumont et Charles Pathé, le cinéma devient industriel. Certains de leurs films font le tour du monde, comme Le Coiffeur merveilleux. La couleur aussi apparaît, mais il faut peindre chaque image sur la pellicule. Bref, les pionniers du cinéma ont déjà pensé à tout. Et ce n'est pas tout. Savez-vous ce dont j'ai eu vent au palais d'électricité de l'exposition universelle? D'un procédé qui permettrait la projection d'images à distance. Oui, messieurs. Madeleine, comment appelle-t-il cela déjà? La télévision, mon chéri. Oui, c'est cela, la télévision. La télévision en 1900? Non mais je rêve ou quoi? Mais non, tu ne rêves pas. Le procédé a bien été imaginé à l'exposition universelle de 1900. Quant à la première transmission d'images télévisées, eh bien il faut attendre 1931. Bravo! Et maintenant, chers amis, grâce à ces appareils, chacun pourra réaliser son cinématographe en famille. Gisèle, lumière! Vous devriez amener une de ces machines dimanche. Nous avons l'intention de préparer une petite réception pour, j'espère, fêter le certificat d'études de victoire. Vous serez des nôtres? Bien sûr. Oh, ça fait penser qu'il faut que je m'achète une nouvelle toilette. Monsieur Fred, vous m'accompagneriez au bon marché? Armand n'apprécie guère la foule des grands magasins. Avec plaisir, Madeleine. Eh oui, Fred. Les dames de 1900 s'adonnent volontiers au shopping. C'est nouveau. Il faut dire que les grands magasins se multiplient à la fin du 19e siècle. La belle époque est aussi celle de la consommation. Tout est étudié pour vendre. Vitrines alléchantes, prix sacrifiés, vente à crédit et même par correspondance. Pour rivaliser, les petits commerçants sont obligés de peindre de grandes réclames sur les façades de leurs boutiques. Les murs de Paris sont bientôt envahis par l'affichage publicitaire. Madeleine, vous êtes sûre que c'est raisonnable? Nous sortons tout juste du printemps, des Galeries Lafayette, de la Samaritaine. Oui, mais ici, au bon marché, les chapeaux sont en solde. Vous n'avez pas vu les réclames? Évidemment, s'ils sont en solde. Que pensez-vous de celui-ci? Si je peux me permettre, il est un peu chargé. Et celui-ci? Ah, celui-ci vous va très bien. De toute façon, s'il ne plaît pas à Armand, je pourrais toujours le changer. Car maintenant, dans ces grands magasins, vous êtes satisfaite ou remboursée? Je vois que ça pousse déjà à la consommation. Enfin, le client est roi. Vous savez, aujourd'hui, le client est roi. Ici, l'entrée est libre, les vendeuses vous conseillent, et regardez, les prix sont clairement affichés. C'est fini de faire payer la tête du client. Merci. Nous pouvons rentrer. Bien sûr.
Dans cette France de la Belle Époque, on trouve de plus en plus de produits. Grâce au transport, les marchandises arrivent de partout, de toutes les provinces, y compris des territoires français situés au-delà des mers. En effet, en 1900, la France possède un vaste empire colonial. D'ailleurs, certains Français préfèrent l'expression « Grande France ». Les frontières de cet empire commencent en Afrique du Nord. Alger et Tunis deviennent alors de grands ports d'où l'on importe entre autres des matières premières comme le fer, le zinc ou le plomb. Il s'étend aussi en Afrique noire, où les navires français remplissent leurs cales d'arachide, de cacao et de coton. Et bien plus loin encore, Madagascar et l'Indochine, d'où l'on rapporte thé, café et caoutchouc. La France trouve ainsi dans ses colonies des denrées nouvelles et surtout des matières premières à bas prix. Vous êtes adorable, Henri, d'immortaliser cette petite scène pour Victoire. Je vous assure que c'est un plaisir. Victoire aime mes dessins. Hein. Elle va s'empresser de l'afficher dans sa chambre. Son père le fera encadrer. Bonjour les amis. Ah, monsieur Fred. Madeleine. Je suis très heureuse de vous annoncer que Victoire a réussi son certificat d'études. Elle a même eu une très bonne note aux épreuves de travaux domestiques. Félicitations, mademoiselle Victoire. Oh, vous arrivez au bon moment. Installez-vous ici. Oh, Henri, venez aussi, Henri, venez. Allez, trinquons à Victoire. À Victoire. Souriez. Je tourne. À nous. Eh ben voilà, Jamy, je sais maintenant ce que je faisais dans ce film. Moi aussi, j'ai regardé l'émission. La petite Victoire a eu son certif et son père, monsieur Armand, a tout filmé. Exactement. Bon, Fred, c'est à toi de passer le certif. Première question, la Belle Époque, c'est sous quelle république? Bah, sous la Troisième République, voyons. C'est ça. Et c'est qui le président de la République en 1900? Oula, ce serait pas Émile Loubet? Et quelle est la plus grande affaire qui divise les Français? Oh, je crois bien que c'est l'affaire Dreyfus. Bien. Dis-moi, il y a quoi dans le pot-au-feu? Oh bah alors là tu me poses une colle. Eh mais dis donc, c'est pas au programme des garçons ça?